En 1933, les ingénieurs devaient franchir une étendue d'eau d'1 mile, aux profondeurs vertigineuses de 113 mètres, armés uniquement d'outils manuels et d'une détermination sans faille. Sans grue hydraulique ni pompe à béton, seulement la volonté humaine et des machines élémentaires. Le Golden Gate ne devait pas être possible. Pourtant, des équipes affrontèrent les tempêtes, reconstruisirent des jetées dévastées et posèrent des explosifs à la main pour ancrer les tours dans les tumultes sous-marins. Comment ont-ils triomphé d'un défi que nul n'avait résolu avant eux, sans les équipements que nous tenons aujourd'hui pour acquis ? Le détroit du Golden Gate s'étendait sur un mile entier d'une rive à l'autre, ses eaux plongeant à 113 mètres, plus profond que la hauteur de la plupart des gratte-ciels. 2 fois par jour, les courants de marée se déchaînaient à plus de 6 nœuds, soulevant brouillards et vagues capables d'engloutir un homme ou une barge en quelques secondes. Pendant des décennies, les ingénieurs qualifiaient le site de « inconstructible ». En 1930, les journaux décrivaient ce rêve comme une folie. Même le ministère américain de la guerre s'y opposait, craignant qu'un pont ne bloque le passage des plus grands navires de la marine. Joseph Strauss refusa de capituler. Ingénieur en chef et infatigable promoteur du projet, il transportait des plans de traversée dans sa serviette depuis des années, les présentant à quiconque voulait l'entendre. Sa vision prévoyait 2 tours jumelles de 227 mètres de hauteur, ancrées dans un chenal si profond et agité que personne n'avait jamais osé une telle entreprise. La portée principale atteindrait 1280 mètres, plus longue que tout pont suspendu existant. Au cœur de la Grande Dépression, le projet exigeait 35 millions de dollars en obligations, une somme colossale à l'heure où les emplois se raréfiaient et les budgets municipaux étaient taillés dans le vif. Mais la vision seule ne suffit pas à maintenir l'acier au-dessus du détroit. C'est là qu'intervint Charles Alton Ellis, le mathématicien discret à l'origine de la structure du pont. Pendant que Strauss ralliait les soutiens, Ellis passa des années à calculer comment équilibrer 83 000 tonnes d'acier face au vent, aux vagues et à la gravité. Ces formules, vérifiées et revérifiées à la main, dictèrent chaque boulon et chaque poutre. Avec l'ingénieur conseil Léon Moïse, Ellis poussa les limites de la théorie de la déflexion, permettant au pont de fléchir sous le vent plutôt que de lui résister. Une fois le financement assuré, le vrai combat commença. Pas de grue hydraulique, pas de GPS, pas de modèle informatique. L'acier des tours fut préfabriqué dans les usines de Bethlehem Steel, en Pennsylvanie, puis acheminé par rail et par barge, d'abord jusqu'à Philadelphie, puis à travers le canal de Panama, et enfin le long de la côte californienne, jusqu'au chantier. Chaque livraison devait être synchronisée avec les marées, déchargée à la main et entreposée sur les rives étroites de Marin et de San Francisco. Pour construire vers le ciel, il fallait d'abord partir du fond. Les ouvriers, recrutés pour beaucoup dans les files d'attente des soupes populaires, enfoncèrent des pieux et bâtirent des tréteaux en bois jusqu'aux futurs emplacements des tours. Des derricks à vapeur ou au diesel furent installés sur ces jetées provisoires. À chaque nouvelle section, les hommes guidaient d'énormes éléments d'acier en place, s'aidant de fil à plomb, de craie et de théodolite. Ils gravissaient des échelles et des échafaudages pour boulonner et river chaque pièce à la main, tandis que le vent hurlait et que le brouillard effaçait le monde en contrebas. Chaque tour pèserait plus de 22 000 tonnes, construite en sections creuses pour alléger l'ensemble, mais exigeant un alignement parfait. La moindre erreur de calcul aurait pu tordre la structure ou la faire s'effondrer. Strauss imposait une discipline de fer. Tout homme surpris à faire le fanfaron sur les poutres était renvoyé séance tenante. Malgré tout, les tours semblaient jaillir du brouillard. Leurs pieds peints en rouge, s'élevant chaque semaine davantage, jusqu'à se dresser comme des sentinelles au-dessus du détroit. La catastrophe frappa vite. Le 14 août 1933, un épais brouillard aveuglait la baie lorsque le cargo Sidney M. Hopman dériva de sa route et percuta la jetée de plein fouet, réduisant en éclats 120 mètres de structure. Les travaux s'interrompirent brièvement. Les équipes revinrent presque aussitôt, hissant de nouveaux pieux et poutres au-dessus des débris.
Aucune grue flottante, aucune pièce modulaire de rechange. Juste des hommes, des outils éprouvés et le rythme implacable de la reconstruction. Rail après rail, planche après planche. 4 mois plus tard, la nature prit le relais. Le 13 décembre 1933, une tempête du sud-ouest s'acharna sur le détroit pendant 2 jours. Les vagues s'abattirent sur la jetée, arrachant les renforts et brisant les supports. 800 pieds de jetée reconstruite gisaient, détruits et inutilisables. Une fois encore, les hommes escaladèrent les ruines pour enfoncer de nouveaux pieux dans le fond marin, assembler de nouvelles charpentes et rouvrir ce fragile chemin vers l'emplacement des tours. Le 8 mars 1934, la jetée était de nouveau intacte, témoignage de la persévérance face à la furie du Pacifique. L'accès rétabli, les équipes de fondation s'attaquèrent à l'ancrage du pont dans le roc. Des plongeurs et des foreurs, travaillant depuis la jetée reconstruite et des barges, creusèrent des puits à travers les courants instables. Aucun forêt automatisé. Des outils à air comprimé et de l'acier tenu à la main avançaient pouce par pouce. Pour aplanir la roche irrégulière, les ouvriers descendirent des explosifs dans d'étroites galeries. Chaque charge était positionnée et lâchée manuellement, les déflagrations se répercutant à travers l'eau, pendant que les hommes au-dessus résistaient aux secousses. Une fois la roche dégagée, on coula le béton pour les énormes fondations et les ancrages. Aucune pompe à béton, aucun camion toupie. Des tonnes de sable, de ciment et de gravier étaient mélangées sur place. Des bennes preneuses, des treuils et des goulottes gravitaires acheminaient le béton frais le long de la jetée jusqu'au coffrage. Les ouvriers pelletaient et vibraient le mélange à la main, à l'air libre, exposés aux embruns et aux marées. Chaque mètre cube de béton représentait une victoire contre les éléments. Le fil arriva des usines du New Jersey, en bobine, prêt pour un voyage sans précédent. Les équipes installèrent des passerelles provisoires, d'étroites coursives suspendues entre les tours, oscillant dans le vent à 60 mètres au-dessus de l'eau. Des chariots de filage y circulaient comme des téléphériques, chargés de bobines de fil d'acier, aussi fins qu'un crayon. Un treuil motorisé à chaque extrémité tirait les chariots d'un bord à l'autre sur toute la portée, posant les fils un à un. Chaque fil devait être parfaitement parallèle, tendu d'un ancrage à l'autre et guidé sur la selle de chaque tour. Au plus fort de l'activité, 4 chariots filaient sur les passerelles, chacun posant jusqu'à 24 fils en un seul passage. Les hommes aux ancrages fixaient, sécurisaient et regroupaient les fils à mesure qu'ils arrivaient, tandis que les signaleurs utilisaient sifflets et drapeaux pour chorégraphier chaque mouvement. À la fin du filage, le calendrier fut non seulement respecté, mais dépassé. Les câbles s'élevèrent hors du brouillard et du vent, monument au travail d'équipe et à l'ardeur sans faille de ces équipes. Debout sur des palettes de bois arrimées aux câbles, les hommes affrontaient une tâche qui repoussait les limites de l'endurance. Chaque câble principal, désormais un faisceau lâche de 27 572 fils s'étendant d'une rive à l'autre, devait être comprimé, façonné et lié en un cylindre parfait de 90 cm de diamètre sur presque 1 mile de long. Aucune presse hydraulique, aucun compacteur automatique. Les équipes travaillaient avec des vérins manuels et de lourds colliers d'acier, progressant centimètre par centimètre le long du câble en hauteur. Le processus commençait par des équipes qui secouaient et repositionnaient les fils, les coaxant en place avec des barres d'acier et des maillets. Lorsque les fils étaient enfin alignés, les hommes glissaient le collier de compactage, un anneau d'acier hérissé de vérins et de leviers. Ils travaillaient en binôme, serrant les vérins à la main pour forcer les fils vers l'intérieur jusqu'à ce que le câble atteigne son diamètre final uniforme. Après compactage, le câble était enroulé serré dans du fil galvanisé, liant les milliers de brins en un noyau unique résistant aux intempéries. Tout cela se passait sous des rafales de 70 km/h. Les passerelles oscillaient
et les câbles eux-mêmes tremblaient sous les pieds. Un filet de câbles métalliques s'étendait sous le pont en construction, ses fils d'acier tendus entre les passerelles provisoires et ancrés par des tendeurs le long des tours. Pour les hommes en hauteur, c'était bien plus qu'un simple dispositif de sécurité. C'était une bouée de sauvetage. Joseph Strauss avait insisté pour ce filet, malgré les grognements des administrateurs devant un coût de 130 000 $. 19 hommes lui devraient la vie. Ils rejoignirent le Halfway to Hell Club, le club à mi-chemin de l'enfer, fondé avec cet humour noir typique des chantiers, mais prononcé avec soulagement. Le filet transforma le moral du soir au lendemain. Le pari de Strauss avait payé. Le rivetage se déploya comme une symphonie de chaleur, de muscles et de précision. Chaque tour nécessitait près de 600 000 rivets. Chacun était chauffé dans une forge portable jusqu'au rouge vif, puis lancé au moyen de pinces à un attrapeur perché sur une poutre étroite. Les équipes de 4 hommes, le chauffeur, l'attrapeur, le contreplaqueur qui stabilisait le rivet par derrière et le riveur qui l'enfonçait au marteau pneumatique, remplissaient l'air d'un tatouage métallique résonnant d'un bout à l'autre du détroit, jour après jour. Une fois les tours et les câbles prêts, l'attention se porta sur le tablier. Des fermes d'acier préfabriquées, acheminées par barge, furent hissées par des derricks et mises en place. Des équipes de gréeurs guidèrent chaque pièce massive avec des lignes directrices, de simples cordes et des mains assurées. L'alignement reposait sur le coup d'œil, les marques à la craie et l'expérience. Les premiers boulons furent mis en place manuellement, maintenant les fermes le temps que les équipes de rivetage prennent le relais. Pièce après pièce, le tablier avança depuis les 2 rives, comblant l'espace au-dessus de l'eau. L'acier seul ne pouvait pas donner au pont son identité. La touche finale vint de la peinture. Chaque surface fut couverte à la main, sans pistolet ni pulvérisateur. L'architecte Irving Morrow défendit une couleur unique, l'orange international. Il en argua non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi de sécurité. Cette teinte vive se détachait du brouillard et de la mer, rendant le pont visible aux navires et aux avions. Avant que la couleur ne touche l'acier, chaque centimètre fut préparé manuellement, gratté, poncé, apprêté. Les peintres s'équilibraient sur des échafaudages et des planches suspendues, progressant méthodiquement avec pinceau et rouleau. Le résultat était plus qu'une couche protectrice, c'était une déclaration, une bande audacieuse traversant la baie, façonnée par des mains humaines et la vision d'un seul architecte. Près de 100 000 voitures empruntent chaque jour le Golden Gate, sans savoir que leur chemin fut forgé par des mains, non par des machines. Alors que l'automatisation redéfinit les possibilités, ce pont demeure la preuve que le savoir-faire humain peut défier toutes les limites de son époque. La question est désormais, que construirons-nous et endurons-nous lorsque nos outils seront mis à l'épreuve ?